En manchette, le resto-bar Le Doulis d'Alma rasé par les flammes. De grosses prises pour le festival Jazz et Blues de Saguenay. Bonjour et bienvenue à ce web journal du jeudi 9 mars 2017. Un incendie a éclaté dans le bâtiment du resto-bar Le Doulis et du pub Le Janois à Alma vers 5h15 ce matin. La bâtisse est une perte totale. Le brasier n'a fait aucune victime. Tommy Brochu était sur place. Le Doulis d'Alma et le pub Le Janois n'y sont plus. L'édifice abritant 2 restaurants, plusieurs bureaux et des logements a été incendié tôt ce matin. 4 casernes de pompiers se sont déplacées à Alma pour tenter de maîtriser le feu. Arrivé sur les lieux, effectivement, là, il y avait de la fumée et flammes apparentes au niveau du bâtiment. Donc, les équipes se sont mises au travail rapidement. On est rentré à l'intérieur. Par contre, l'intensité du brasier ne nous a pas permis d'aller plus loin. Donc, on est obligé de tomber au niveau défensif, là, au niveau du bâtiment. Un large périmètre de sécurité a été érigé aux abords du bâtiment encore en flammes. Le resto-bar, le crapaud et la partie avant de la plaza d'Alma ont été évacués par mesure préventive. Une fenêtre a même éclaté au commerce adjacent dû au changement de température extrême. Ceux qui sont propriétaires, aussi ceux qui étaient commerçants, donc les employés, nos premières pensées vont à eux. Ils ont vu leur gagne-pain partir en fumée ce matin. L'électricité a été coupée par mesure préventive. Les commerces voisins de la bâtisse étaient temporairement fermés pour la cause. L'enquête a été transférée à la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Donc, on a des enquêteurs qui sont en chemin présentement, ainsi qu'un technicien en scène d'incendie. Le but, en fait, c'est de trouver les circonstances de l'incendie. C'est pas nécessairement qu'on considère comme un incendie criminel. Par contre, il faut aller dans toutes les options possibles. Du côté des propriétaires, ceux-ci ont fait un statut Facebook pour confirmer la reconstruction de leur édifice. Les architectes seraient même déjà contactés. Pour ce qui est de la cause de l'incendie ici au centre-ville, la thèse criminelle n'est toujours pas écartée. On aura plus de détails au cours des prochains jours. Tommy Brochu pour ATM Nouvelles, à Alma. La ville de Roberval pourra compter sur le support financier des gouvernements à la hauteur de 150 000 $ d'Ottawa et de 50 000 $ de Québec pour la 5e édition de Naturalia du 16 au 19 octobre 2017. À ces sommes s'ajoute une participation de 125 000 $ provenant des MRC de la région, de la communauté de Mastoyache et de la municipalité. Tout au long de ce forum sur les ressources naturelles, des représentants d'entreprises canadiennes et des délégués commerciaux de 15 pays assisteront à diverses activités. Selon le maire de Roberval, Guy Larouche, tout est organisé en fonction du budget consacré à l'événement. On peut entendre le maire de Roberval à ce sujet. Je suis fier d'annoncer ce matin que vraiment tout est ficelé au niveau financement, parce que vous savez, le financement, c'est le nerf de la guerre. Hein? Quand on n'a pas le financement, on n'est pas en mesure de tenir un événement. La communauté de Mastoyache s'implique aussi dans l'organisation de Naturalia 2017. On peut entendre le chef de la communauté autochtone, Gilbert Dominique, à ce propos. Nous sommes heureux de soutenir Naturalia 2017 en utilisant les ressources mises à notre disposition pour un montant de 15 000 $. Nous assurons également la participation de plusieurs personnes ressources de notre organisation. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafière demande au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, d'être attentif aux propos des médecins et de la direction du CIUS. Elle souhaite qu'il revienne sur sa décision et ainsi garder les chirurgies en région. L'organisme mentionne l'urgence de faire cette rencontre. La Chambre dénonce donc le déplacement des chirurgies du cancer de l'œsophage vers les grands centres. La présidente du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, France Gay, a demandé la rencontre avec le ministre Barrette à ce sujet. L'Association des entrepreneurs de la construction craint le pire dans les négociations pour le renouvellement de leur convention collective. Un bras de fer avec l'Alliance syndicale qui laisse présager un conflit de travail imminent entre les deux parties. Louis Laflamme, qu'en est-il des négociations? Eh bien, la convention collective actuellement en vigueur entre la partie patronale, assurée par l'Association de la construction du Québec, et la partie syndicale, qui est représentée par l'Alliance syndicale, qui est un regroupement de 5 syndicats différents de la construction, tombe à échéance le 30 avril prochain.
Évidemment, à l'approche de cette date butoir, des processus de négociation ont été enclenchés au mois de janvier. Toutefois, les négociations demeurent à un point mort puisque la partie syndicale aurait annulé 6 rencontres, des rencontres où devaient être discutés des points importants selon l'ACQ. Et en plus de tout ça, la partie syndicale est d'entrée de jeu à embaucher un médiateur. C'est une attitude, évidemment, qui est reprochée par le porte-parole de l'ACQ, Éric Côté, qui accuse la partie syndicale d'appliquer un pattern syndical, pour reprendre ses mots, ce qui serait une stratégie pour forcer la main à l'ACQ et n'appliquer aucun changement à l'actuelle convention collective. Rappelons que les négociations entre les deux parties, les dernières négociations entre les deux parties se sont conclues par l'application d'une loi spéciale par le gouvernement. Et quels seraient les impacts d'une éventuelle grève? Eh bien, tout d'abord, du côté de l'ACQ, on souhaite s'entendre pour une période de 4 ans, soit jusqu'en 2021. Éric Côté et l'ACQ ont ciblé une douzaine d'enjeux importants qui, selon eux, doivent absolument être actualisés dans la nouvelle convention collective. Et de ces principaux enjeux, on retrouve évidemment des questions salariales, des questions sur la mobilité de la main-d'œuvre, les indemnités en cas d'intempéries, des périodes de probation et j'en passe. Pourquoi? Ça n'aidera pas l'industrie, cette situation-là, ni les travailleurs et ni les employeurs, qui déjà feront face à une réduction de l'activité, des pertes d'emploi. Donc, ça ne permettra sûrement pas d'actualiser l'industrie et de la rendre encore plus attrayante et attrayante pour les investisseurs, puis pour les gens qui veulent faire des projets de construction. Pourquoi ces prévisions ont été annoncées ici au Saguenay? Eh bien, tout simplement parce que l'ACQ est présentement en pleine tournée provinciale afin de discuter, rencontrer et faire la mise au point sur les actuelles négociations avec tous ses membres dans toutes les régions du Québec. Rappelons qu'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils sont plus de 770 constructeurs membres de l'ACQ et ils sont plus de 17 000 à l'échelle de la province. On sentait du côté de l'ACQ que le temps pressait. C'est pourquoi, hier, à Chicoutimi, on a exprimé nos inquiétudes. Et c'est justement le sentiment des syndicats, une inquiétude? Oui, une inquiétude du côté de l'ACQ. Des syndicats, on n'a voulu émettre aucun commentaire sur le sujet pour ne pas nuire à l'actuel processus de négociation. Merci, Louis. Au plaisir, Josiane. Plus de 100 étudiants et une cinquantaine de représentants d'entreprises ont participé aujourd'hui à la foire à l'emploi qui a eu lieu à l'UQAC. Félix Masson y était. C'est avec des conférences et des ateliers que les participants de la 3e édition de la Foire à l'emploi ont été accueillis. L'événement s'adressait à des étudiants de niveau collégial et universitaire et avait pour but de faciliter leur intégration sur le marché professionnel et de faciliter la recherche de milieux de stage. C'est qu'en sortant d'ici, la majorité des étudiants aient trouvé leurs offres d'emploi ou de stage pour l'été, voire même pour la suite, et que les entreprises aient trouvé leur main-d'œuvre qualifiée. Cette foire à l'emploi se voulait très sélective puisqu'elle visait 3 programmes particuliers. Il s'agissait des techniques de tourisme et du milieu naturel du Cégep de Saint-Félicien, ainsi que du baccalauréat en intervention plein air de l'Université du Québec à Chicoutimi. Toutes les entreprises seront présentes à leur kiosque et les étudiants vont pouvoir passer dans chaque kiosque pour déposer leurs offres, leurs candidatures pour les postes qui les intéressent. Des entretiens d'embauche étaient même effectués sur place dans le but de recruter aisément des ressources humaines qualifiées pour le domaine du tourisme et du plein air, un net avantage pour les entreprises. Souvent, à chaque année, normalement, on a un stagiaire. Donc, la foire à l'emploi, pour nous autres, c'était une raison de plus pour venir recruter des étudiants qui travaillent en lien direct avec notre mission. Les étudiants de différents niveaux collégiaux et universitaires avaient une panoplie de choix selon une multitude de critères. En première année, donc c'est pour 2 semaines pour la première année. Et en fait, après, c'est pour la continuité, soit cet été, soit pour l'année prochaine, pour trouver un job d'étudiant. L'activité était organisée par un groupe de 6 finissantes en technique de tourisme du Cégep de Saint-Félicien. Un événement par des étudiants, pour des étudiants. Les organisateurs de la Foire à l'emploi se disent satisfaits du déroulement de l'événement. Ils assurent aussi que la quasi-totalité des étudiantes et étudiants présents sur place dénicheront un stage ou un emploi. Ajoutons qu'une 4e édition aura lieu l'an prochain. Félix Masson, ATM Nouvelles, Saguenay. Extermination Tremblay-Lemieux Inc. de Saguenay doit payer 2 000 $ d'amende pour avoir contrevenu au Code de gestion des pesticides. L'entreprise est coupable de 4 infractions. Les faits reprochés se sont produits entre le 26 mai 2013 et le 19 décembre 2014. L'entreprise a étendu un pesticide dans une maison sans avoir vérifié si d'autres personnes que les gens qui l'appliquaient étaient présentes sur les lieux de l'étendage du produit chimique. La photographe de Saguenay de l'entreprise Pigment B, Marilyn Bouchard,
invite les femmes à se faire photographier dans son studio le 9 avril prochain afin d'amasser des dons de 20 $ qui seront remis à la Société canadienne du cancer. Elle souhaite photographier une centaine de femmes au cours de la journée. Grâce à l'argent recueilli, plusieurs services seront offerts aux femmes, dont des ateliers de maquillage pour les aider à se sentir mieux. Thomas Gaudreault, du côté des réseaux sociaux, le maire de Saguenay n'a pas choisi sa journée pour une sortie publique sur sa relation avec la chroniqueuse Myriam Segal. Effectivement, Josiane, le très coloré maire Jean Tremblay n'y est pas allé de main morte avec la chroniqueuse Myriam Segal. Son habileté à critiquer et à soulever plusieurs questionnements dans l'actualité n'a pas plu à Jean Tremblay, qui s'est permis plusieurs critiques à son égard. Le maire a évoqué la vie personnelle de Myriam Segal, en plus de dire publiquement qu'elle n'avait rien fait de bien dans sa vie. La phrase clé de cet accrochage a été sans aucun doute le passage où Jean Tremblay a dit « Elle est née et elle chialait déjà ». Une attaque jugée impertinente par plusieurs. Comme vous pouvez voir ici sur la page Facebook de Myriam Segal, c'est vraiment ces photos qui ont mis la puce à l'oreille de Jean Tremblay et qui a fait réagir le maire. Donc l'histoire a débuté lorsque Mme Segal a publié sur sa page Facebook personnelle son périple jusqu'au cégep de Jonquière en critiquant le déneigement à Jonquière comparativement à celui d'Arvida. Comme on peut voir ici, c'est les photos qui ont mis vraiment Jean Tremblay dans tous ses états. On peut voir ici le déneigement, les trottoirs qui ne sont pas bien déneigés selon la chroniqueuse. Et non pas que les deux collègues du FM 93 ont toujours été de très bons amis, mais c'est vraiment cette publication qui aura mis le feu aux poudres entre les deux. La réponse de Myriam Segal s'est faite de façon très calme, très intelligente. La chroniqueuse n'a pas embarqué dans le jeu du maire et elle a bien fait selon plusieurs. Donc, si on se dirige sur la page Facebook de Myriam Segal, on peut voir que Jean Tremblay n'avait pas choisi sa journée pour s'attaquer à un gros nom des médias comme celui-ci, puisque hier, c'était la journée des droits de la femme. Donc, on peut voir certains commentaires, réactions intelligentes et non émotives à la hauteur de la femme que tu es. Bien dit, Myriam, mais je peux vous dire que les commentaires sur Jean Tremblay ne sont pas doux. Donc, c'est un dossier à suivre s'il y aura réplique du maire ou non. Donc, l'un des événements majeurs qui a retenu l'attention ce matin, c'est le resto-bar Le Doulise d'Alma qui a été la proie des flammes. On peut voir ici sur la page Facebook de la Pige mon collègue Tommy Brochu qui s'est rendu sur les lieux de l'incendie ce matin. Les causes exactes sont toujours indéterminées. Donc, les réactions sont nombreuses sur la perte de ce grand monument dans le paysage almatois. On peut aller voir ici sur la page Facebook du Doulise qui est très, très content et qui annonce une reconstruction imminente lorsque tout sera nettoyé. Donc, on peut voir que plusieurs sont contents de cette reconstruction. On va lire quelques commentaires ici. Bon courage à toute l'équipe du Doulise et à tous les locataires de l'immeuble qui vivent des moments difficiles. Et en 2018, on va fêter le retour du Doulise. Et maintenant, du côté de la politique, c'était la journée du grand saut pour l'ex-leader étudiant Gabriel Nadeau-Dubois. Il se porte officiellement candidat à l'investiture de Québec solidaire dans le comté de Gouin pour succéder à Françoise David comme député, mais également pour devenir le co-porte-parole de la formation de gauche. Pour l'instant, il est le seul candidat connu pour la circonscription et il se porte également aussi co-porte-parole masculin. Donc, les réactions sur la page Facebook de Québec solidaire sont majoritairement bonnes. On parle de renouveau, d'un vent de fraîcheur au sein du parti. On peut lire quelques commentaires qui disent ici « Si je n'étais pas déjà vendu à Québec solidaire avant, me le voilà tatoué sur le cœur. Quelle bonne nouvelle! » Donc, on rappelle que Québec solidaire est une formation dirigée par deux porte-paroles, un masculin et un féminin. Pour l'instant, du côté féminin, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, est pressentie pour accéder à ce poste. Donc voilà, Josiane, c'était le tour des réseaux sociaux pour aujourd'hui. Martha Wainwright et Stacey Kent feront partie de la programmation 2017 du Festival de Jazz et Blues de Saguenay, lancé ce matin en conférence de presse au Théâtre Banque Nationale. L'événement aura lieu du 4 au 8 avril prochain. Raphaël Drouin nous donne plus de détails. Depuis 22 ans, le Festival Jazz et Blues de Saguenay a su faire sa place sur la scène culturelle québécoise et internationale. Cette année, les organisateurs ont fait de bien grosses prises et ont réussi à composer une programmation diversifiée. Côté spectacle, on a toujours là, nos valeurs sûres, c'est-à-dire des artistes connus et aussi notre côté découverte. Donc, ce sera Martha Wainwright, Stacey Kent, Jacques Cuba-Séguin en ce qui concerne les grands événements avec Betty Bonifaci, Jack Broadbent, Gabriella et Suzy Arioli. Avec plus de 50 performances présentées dans 13 salles de spectacle en seulement 5 jours, la formule unique au Saguenay attire beaucoup de visiteurs. Pour Stanley Péan, mélomane saguenéen et ambassadeur de l'événement depuis plusieurs éditions,
Il n'est d'autant plus pas surprenant que de grands noms se soient joints à l'événement. La réputation du festival, si on veut un témoignage d'à quel point elle est bonne, c'est de voir qui vient maintenant. Des musiciens qui sont soit du Québec, soit de l'étranger et qui spontanément disent oui parce qu'ils en ont entendu du bien. Ces dernières années, on a eu tellement des grands noms qui sont venus. L'organisation du festival voit encore plus grand. En plus d'avoir fait un virage éco-responsable cette année, le festival souhaite éventuellement s'exporter au-delà des frontières québécoises. Depuis quelques années, on tente des démarches, que ce soit en Europe ou peu importe, même sur le continent nord-américain. On veut effectivement faire un échange de bons procédés, envoyer des musiciens au Mexique, peu importe l'endroit, et eux, ils pourraient nous rendre l'appareil. Donc, on tente de faire cet échange culturel-là depuis quelques mois. Les amateurs de jazz et blues se donnent rendez-vous du 4 au 8 avril prochain. Ils auront droit à une 50aine de spectacles. Raphaël Drouin, ATM Nouvelles, Saguenay. La 32e édition du Salon Expo Habitat Saguenay, qui avait lieu du 2 au 5 mars au pavillon sportif de l'UQAC, a accueilli 13 500 personnes, soit une baisse de clientèle de 7 %. Le salon a réussi à atteindre les buts qu'il s'était fixés malgré le mauvais temps. Les gagnants du concours Le choix du public pour le meilleur exposant sont les entreprises Armoire de luxe, la réserve de bois BMR de Chicoutimi et Vivre en Mini. La soirée de reconnaissance des bénévoles de la 52e finale des Jeux du Québec aura lieu demain à compter de 17 h au Centre multisport d'Alma. Il y aura un souper, un orchestre et un service de bar. Les organisateurs de l'événement demandent aux gens de s'afficher aux couleurs des Jeux et par le fait même courir la chance de gagner l'un des prix de présence, dont un crédit voyage de 3 000 $. Les amateurs d'escalade pourront exercer leur passion à la boîte à grimpe qui se cherche du sociofinancement pour s'établir à Saguenay dès l'automne 2017. Gilles Roux s'est entretenu avec l'instigatrice du projet, Catherine Picard. Donc, quel est votre objectif de la campagne de sociofinancement pour la boîte à grimpe? En fait, l'objectif, c'est de 10 000 $. Donc, c'est un montant qui va agir comme levier financier pour aller chercher le financement nécessaire là, à un plus gros centre. Donc, et si vous n'atteignez pas ces 10 000 $, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va l'atteindre. Donc, on pense que l'objectif est très réaliste. Là. Au final, il y a déjà des gens qui nous ont fait part de leur intérêt. Puis, ce qu'on offre, c'est des abonnements et tout. Donc, les gens vont déjà prendre part là, au projet. Là. Donc, votre campagne se fait sur le site haricot.ca. Donc, pourquoi cette plateforme? Oui, bien de un, en fait, c'est une des seules qui permet de promouvoir un projet d'entreprise en démarrage qui est accessible dans la région aussi. Puis, autrement, bien, c'est une plateforme qui est québécoise. Donc, c'est certain qu'il y en a d'autres qui sont internationales, mais ça nous intéressait plus de rester encourager un produit québécois. Donc, pour ceux qui vont vous encourager, vous donner de l'argent, est-ce que vous allez leur donner en retour quelque chose? Oui, en fait, il y a un choix de contrepartie en fonction des montants qu'ils vont donner. Donc, ça va de l'accès simple là, pendant une semaine, un abonnement d'une semaine, jusqu'à 2 abonnements annuels à partager à 2. Donc, c'est tout plein de contreparties, d'abonnements, de forfaits, de cours. Puis, sinon, bien, les gens sont quand même ont accès là, à donner un montant libre à eux. Et le projet de la boîte à grimpe, il y a un échéancier à ça après la campagne de sociofinancement? Oui, en fait, d'abord, la campagne de sociofinancement va se dérouler pendant 90 jours. Comme je le dis dans la vidéo de la campagne, il y a déjà des demandes de financement qui sont en cours. Donc, on va porter le projet là, dans les institutions financières et tout. Donc, le délai comme tel, moi, ce que les institutions financières me disent, c'est de 2 à 3 semaines. Mais là, après ça, on sait qu'il y a les délais de construction, les délais de signer les bails, fournir les garanties, tout ça. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir à l'automne. Mais à quel mois, on ne pourrait pas vous le dire tout de suite. Donc, ça va dépendre du local. En fonction de l'option 1, ça pourrait être réalisable en septembre. Autrement, moi, je donne un jeu jusqu'à décembre. Donc, si jamais il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des variables qui peuvent arriver à cet échéancier? Par rapport à? Donc, par rapport à trouver les locaux et ainsi de Bien, suite. les locaux, ils sont déjà trouvés. Oui. En fait, les options sont déjà en place. Comme je dis là, il reste vraiment juste à compléter le financement, puis ensuite on avance dans le projet. Et pourquoi la région, ici au Saguenay, a besoin d'un centre d'escalade?
Parce qu'en fait, actuellement, les structures, justement, sont minimes. Puis, avec l'arrivée de l'escalade aux Olympiques en 2020, bien, c'est un autre rêve aussi qu'on peut apporter aux gens puis à la population là, ici. C'est déjà une région qui est bourrée d'athlètes de talent, mais pas encore dans l'escalade. Bien, oui, en escalade, mais ils ne sont pas encore sur l'échelle nationale ou internationale. Donc là, ça va leur permettre là, vraiment d'aller plus loin dans leur sport. Puis autrement, bien, c'est un nouveau mode d'entraînement aussi. Tu sais, c'est accessible à tout le monde. Donc plutôt que d'aller au gym, pousser de la fonte devant un miroir, bien là, on va faire de l'escalade, mais c'est l'aspect social qui plaît aussi. Donc c'est vraiment un lieu de rassemblement. Puis ça, il n'y en a pas ici. Tu sais, quand on a fini l'école, on a les bars, puis on a les gyms. Donc, au final, c'est ça. C'est le but d'amener un lieu de rassemblement. Donc, il y a plusieurs avantages à faire connaître l'escalade en région ici. Oui, exactement. Puis surtout que la région a de multiples parois extérieures de roches et de glace. Donc, il y a déjà une grande communauté de grimpeurs, mais justement, il y a certaines personnes qui ne savent pas. Mais la communauté est déjà grande dans la région. Vous en avez fait mention un peu tantôt. L'escalade se représente aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Oui. Est-ce que ça peut amener une certaine visibilité au sport? Aussi, oui. Puis en fait, je pense que tous les centres au Québec, tous les gens qui gèrent les centres au Québec, autant ceux qui les gèrent, en fait, que ceux qui sont clients, tout le monde est content de ça parce qu'enfin, ça va donner un coup de je ne sais pas comment le dire, là, mais de popularité, parce que c'est déjà en popularité montante, il y a déjà des championnats du monde et tout ça, mais tout ce qui manquait, c'était les Olympiques. Donc, quel est le plus gros défi de la création d'un centre d'escalade? En fait, bonne question. Il y a l'aspect financier, évidemment, c'est ça pourquoi je suis ici aujourd'hui. Autrement, c'est sûr que c'est un gros projet, c'est beaucoup je ne saurais pas te dire, là, c'est une grosse infrastructure et tout ça, mais ensuite de ça, c'est se prémunir d'employés, d'une belle équipe, puis ça va y aller. C'est vraiment l'aspect financier pour l'instant qui est le problème. Et rapidement, quels sont les moyens pour contribuer à la campagne de sociofinancement? Bien, en fait, justement, c'est en donnant de l'argent dans la campagne, là, en achetant soit vos abonnements ou accès quotidien, ou en donnant simplement un montant. Merci beaucoup, Mme Picard. Merci beaucoup à vous. À la météo maintenant. Joanie Lemelin, le temps prévu est plus doux que celui des derniers jours. Effectivement, Josiane, actuellement sur Saguenay, c'est moins 5 qu'on peut ressentir avec un petit peu de vent. Pour ce soir et cette nuit, c'est moins 19 qui est ressenti avec le refroidissement éolien, moins 29. Des vents qui pourraient aller jusqu'à 60 km/h et 40 % de probabilité d'averse de neige. Pour demain, sur tout l'ensemble du Saguenay, c'est un avertissement de neige qui est en vigueur. Une forte neige, donc la visibilité sera réduite sur les routes du Saguenay. Pour ce qui est du lac Saint-Jean, c'est moins 6 actuellement, de la neige pour ce soir et cette nuit. Et pour demain, c'est moins 20. Soyez prudents sur les routes. L'équipe de La Pige vous souhaite une bonne fin de semaine ensoleillée. Merci, Joanie. C'est ce qui conclut notre web journal pour aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine. Au revoir.